Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi de vous retrouver. Planète Ingé, c'est le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif de le faire grandir et qu'il n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors, si vous voulez aider Planète Ingé et devenir un membre du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez l'épisode pour 30 € et vous devenez le gardien intemporel du fichier audio et vidéo. Et vous devenez alors surtout un membre de la communauté Planète Ingé. Pour ça se passe sur planetengé.uncut.fm et 10% des revenus sont reversés automatiquement à une ONG ukrainienne. Vous pouvez aussi faire un don direct et récurrent sur la page Tipeee de l'émission avec exactement les mêmes compensations. Je vous mets les liens dans le descriptif. Merci à tous, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute, bon épisode. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir Sylvain Deplace. Comment vas-tu, Sylvain ? Bonjour Mathieu, je vais très très bien en cette fin de semaine. Et toi? Bah Chargé? ça va. Écoute, je sais pas si je peux me permettre de faire une blague, mais Deplace, on va parler de mobilité. Ouais, non, on te l'a déjà faite ou pas celle-là? Oh, Ah! oh oui, beaucoup là, les voitures de place, énormément, énormément. Et alors les nôtres, elles en ont pas 2, elles en ont 3, mais on y était presque. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas validé, mais au moins, on s'est donné un petit peu de liberté. Et est-ce que tu peux nous dire, qui tu es, Sylvain, justement? Qu'est-ce Ouais. que tu fais? Alors, moi je m'appelle Sylvain Deplace, je suis cofondateur et directeur technique de Tolv, anciennement connu, sous le nom de Phoenix Mobility. Petit mot sur Tolv, c'est, une entreprise de rétrofit, c'est-à-dire qu'on convertit les véhicules thermiques utilitaires en véhicules 100% électriques, en nous adressant à un public plutôt de professionnels, que ce soit TPE, PME, collectivités, grands OK. groupes également. Voilà, donc tout ce florilège-là. Et en tant que directeur technique, j'ai à ma charge toute l'équipe de conception, le produit, qui prennent la page blanche réglementaire, contrainte réglementaire, le contrainte du client, et qui arrive jusqu'au produit que l'on certifie et dont on va livrer les premiers véhicules en cette fin d'année. On peut résumer, voilà. D'accord, vous êtes sur une livraison des premiers véhicules. C'est-à-dire qu'avant, c'était qu'au stade de concept? Ou tu peux nous raconter en 5 minutes Ouais, l'histoire de Phoenix Mobility? Je pense que ça intéresse, vraiment tout le monde là, pour le coup. ouais, de Phoenix Mobility jusqu'à Tolv. Alors, Phoenix Mobility jusqu'à Tolv, on s'est mis dans un contexte, global du rétrofit. En France, on a été créé en septembre 2019, directement après nos études. Donc c'est l'histoire de 5 associés, fondateurs, essentiellement des ingénieurs, sauf Antoine, qui naît de Sciences Po, que tu connais. Hem donc en fait, on était au début dans un contexte, tant, technique, qu'écologique, que réglementaire, qui était, complexe. Constat écologique, 1,3 milliard de véhicules, sur la planète, c'est, 16, aujourd'hui qu'on dit 16 des émissions de CO2, sur terre. Un contexte où on nous dit: «Ben, il faut, faire une transition énergétique, du secteur du transport», avec des propositions, l'unique proposition qui était: «Jetez votre ancien véhicule, achetez du neuf électrique». Nous, on considérait que c'était un peu un gâchis de ressources, un gâchis d'énergie, et on a voulu proposer quelque chose de différent. Et en fait, on s'est proposé à voir les POC techniques. Donc il y a eu les concepts technologiques qui sont venus, c'était, les années 2019 à 2020. Et 2020 surtout, ça a été le changement de la réglementation. C'est-à-dire qu'avant ça, en France, on n'avait pas nécessairement le droit de faire du rétrofit, ou alors il fallait, être dans un process assez compliqué qui demandait l'autorisation du constructeur, qui demandait, de faire ça véhicule par véhicule, unitairement. Et on a pu arriver jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté, l'arrêté du 13 mars 2020, qui nous a permis, d'une part, de pouvoir faire ce qu'on appelle de la réception en série. Donc, pour les moins techniques, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de devoir passer véhicule par véhicule, aux mines, anciennement les mines qui s'appellent du TAC, et bien là, je passe un modèle avec, une configuration, technique, et après je pourrais produire autant de véhicules du même modèle.
Qu'est-ce qui a Ça poussé le changement réglementaire justement? C'était quoi l'argument au début de pas autoriser et qu'est-ce qui a changé? Qui a impulsé ce changement-là? Alors, les arguments, ça, c'est difficile pour moi de te répondre. C'est pas moi qui ai écrit les lois au début. Les questions, il aurait fallu les adresser au gouvernement, mais ce qui nous a on va dire ce qui a le bon argument qui a fait changer en tout cas, ça a été, l'urgence, écologique, ça a été du bon sens avant tout. Ça a été la volonté de nouveaux acteurs à se lancer sur, le marché. Et de créer une filière en fait, de pouvoir dire aujourd'hui ce qui existe de manière, bricolée, hein, si on peut dire ça comme ça. Le rétrofit était quelque chose qui a été créé, qui venait des États-Unis, qui était bricolé. Nous, on veut que ça soit vraiment une filière industrielle, mais pour faire ça, voici les blocages que l'on voit, une absence de cadre juridique, réglementaire même, plutôt on devrait dire, et on veut qu'on en crée un. Les arguments qu'on a poussés, ça répond à ta deuxième question d'ailleurs. Donc on, ça je m'implique dedans, c'est nous qui avons poussé ça, avec d'autres acteurs de la filière. Ça a été des aspects de coût, proposer une solution qui est économiquement intéressante pour, les clients finaux, qu'ils soient particuliers ou professionnels. C'est une notion écologique, comme je l'ai déjà dit. Donc comme le gouvernement avait quand même et a toujours, une feuille de route, carbone et diminution des émissions, diminution de la consommation énergétique, ça faisait du sens. Et donc là-dedans, on a dû placer tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on a dû placer le gouvernement, avec le ministère, la DGEC, on a dû placer des acteurs historiques, comme, les certificateurs, mais également les constructeurs automobiles et éviter de faire de la concurrence déloyale, qui était quand même aussi un verrou à l'époque. Pourquoi de la concurrence déloyale? Si on parle sur ce créneau-là, les constructeurs historiques. Et oui, mais sauf que, tu comprends bien que si on fait perdurer, la des véhicules qui roulent, sur la route, c'est d'autant plus de véhicules et de clients qui n'achèteront pas des véhicules neufs, qui est le cœur de marché, des constructeurs automobiles. Voilà. Donc ils nous voyaient comme des concurrents, indirects, ou directs qui pouvaient manger sur leur, plate-bande. Ouais, ouais, concurrent, mais pas concurrent déloyal. Tu as employé le mot déloyal. Il y a rien de Oui, déloyal dans ce que vous proposiez et c'était même plutôt novateur. Pourquoi eux ne se sont pas positionnés d'ailleurs sur ce créneau-là, alors, voilà. pourquoi ils ne l'ont pas fait, et eux, je pense que c'était un contexte auquel ils ne peuvent pas répondre, c'est-à-dire que comment dire? L'industrie automobile, il faut comprendre qu'elle est vieille de 100 ans. Sauf, Tesla qui s'est faite récemment, qui a mis un coup de jeune, mais l'industrie automobile, surtout européenne, est vieille de 100 ans et culturellement, c'est industriel et on pense véhicule neuf. C'est quelque chose d'assez complexe de penser le véhicule d'occasion et pareillement, les constructeurs automobiles ont besoin de s'associer à des jeunes pousses notamment et à faire de la croissance externe quand ils veulent faire ça. C'est le pari qu'a fait Renault. Ça mène à la suite de l'histoire de Phoenix, Tolv. 2021, pour aller jusqu'à 2022, ça a été l'homologation, puis un partenariat avec Renault, que l'on a annoncé en juillet 2022 de cette année, je mélange mes mois, et dont l'objectif justement, c'est de pouvoir se positionner ensemble sur le rétrofit de Renault Master. Mais là-dessus, ils ont voulu choisir un acteur de référence du rétrofit pour les accompagner. Et donc, ils ont choisi Tolv. D'accord. Donc là, ça veut dire quoi? On peut en parler un petit peu? Non, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ah bah, pour nous, c'est c'est évidemment énorme. C'est un petit peu, l'idée de tu vois, on a toujours cette idée quand on lance les startups, David contre Goliath. Bah, c'était extrêmement ça au début et aujourd'hui, on est en train de transformer David contre Goliath en David et Goliath, main dans la main. Ouais? Donc, si tu veux, l'agilité, de la startup, qui, fusionne avec la force du grand groupe, avec sa capacité industrielle, que l'on va chercher, notamment. Donc nous, c'est vraiment une concrétisation, c'est un tampon. C'est aujourd'hui dire aussi que là où le rétrofit passait comme, historiquement quelque chose de bricoleur, pas forcément sérieux, ou a aussi un marché qui n'est pas très sûr de la technologie, hein, le rétrofit doit faire ses preuves. Et bien là, on a quand même un acteur référent de l'industrie de la mobilité qui nous fait confiance, qui va jusqu'à croire dans ce que l'on fait et s'engager dans la démarche, et la pousser. C'est pour nous un booster énorme, tant sur le plan, de la crédibilité, de la recherche de clients, mais également sur le plan opérationnel. C'est un véritable tremplin et un accélérateur. OK. Juste une question naïve, je prends le groupe Renault ou peu importe, Mmh. Stellantis maintenant, voilà, on imagine l'armada d'ingé, alors Mmh d'ailleurs, tu es mh. ingé quoi toi? Juste question en aparté?
C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Moi, je suis, de formation ingénieur, génie électrique, Voilà, formé à Grenoble INP, voilà, bon, bah, à Grenoble, donc moi, je non, suis parce venu que à Grenoble et j'y suis resté ensuite, quoi. super, on met un tampon, ah, bah, c'est peut-être là l'esprit, ta localisation géographique, ton esprit un peu, écolo, ta fibre écolo, elle est peut-être venue de là. Mais voilà, on a mis le tampon. Et Les gens vérifient, j'ai mis Planète Ingé, ligne éditoriale, j'invite des ingés, les gens maintenant, bah, vérifient qu'on a bien un vérifier ingé. ah oui, tout à fait, donc ouais, j'ai diplôme à l'appui, Grenoble INP NCCUB et effectivement, ma fibre écolo est venue de là puisque NCCUB, c'est l'École nationale supérieure de l'énergie, l'eau, l'environnement et là où j'avais une légère sensibilité en entrant dans l'école, j'en suis venu avec une vraie, notion de mission quand j'en suis sorti, et c'est ce qui m'a, poussé à fonder, Tolv. Tout D'accord. à fait. Bon, bah, très sérieusement, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui Ouais. a fait dans l'école que tu as eu cette, fibre-là justement? Je reviens à ma question d'après, tout à Ouais, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, je pense que c'est de la sensibilisation, hein, vraiment, c'est, tant dans les cours, les professeurs, que dans les élèves, que dans, qui sont renseignés, qu'en fait, on va, commencer à apprendre sur un sujet de l'énergie. Qu'est-ce que ça représente? L'énergie électrique en France, qu'est-ce que ça représente? Comment ça se produit? Comment ça se distribue? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus capable de faire ça? De mettre des liens de cause à effet, derrière aussi sur notre civilisation et puis, sensibilisation sur les impacts environnementaux, de la pollution quelconque, hein, qu'elle soit, liée à l'énergie, qu'elle soit liée à la production et et je pense que, quand tu mets tous ces, liens de causalité et que tu vois qu'à la fin tu seras touché, d'une manière ou d'une autre, que ce soit, immédiat ou à plus long terme, bah, tu as pas d'autre choix que d'être, sensibilisé, et surtout que tu le sentes comme une mission. C'est en fait, ça tombe sur toi et tu te dis: «Bah, en fait, aujourd'hui, face à quand tu es renseigné, que tu sais que factuellement tu as un problème qui t'arrive, qui est là, hein, qui est en face, tu pas beaucoup de choix. Soit tu ignores, soit tu sais, tu ne fais rien, soit tu agis» et nous, on a décidé d'agir. OK, c'est très profond ce que tu dis. Je reviens sur ma question d'avant. On va, vous créez, Phoenix Mobility. Là, vous Mmh. avez parlé d'un partenariat donc avec, Renault. Mmh. Tu vois, je dis des bêtises, mais moi, je vous imagine, 5 dans votre, petit garage à la Steve, Jobs ou j'en sais rien et en fait, on vous voilà, je regarde, Renault, les groupes Stellantis et qu'est-ce qui a fait que vous y êtes arrivés aujourd'hui et que ce alors est-ce qu'il y a peut-être des projets chez eux qui sont restés dans les cartons, j'imagine, mais qu'est-ce qui explique Mmh que mh. vous y êtes arrivés, où vous en êtes maintenant et qu'un groupe comme Renault dit croit en vous et se disent pas, «Bon, bah, OK, les petits gars à Grenoble, ils sont sympas, moi, en 6 mois, c'est réglé, je mets, 20 mecs dessus ou 152, j'en sais rien», tu vois? Alors, plusieurs choses déjà à adresser. On était effectivement 5 dans un garage au début, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Toll, c'est une entreprise, d'à peu près, 30 collaborateurs. OK. Donc il y a quand même de la force, intellectuelle, qu'elle soit, dans l'ingénierie ou de la vente, parce qu'en fait, on a quand même choisi de pouvoir un petit peu, prendre toute la chaîne de valeur, ingénierie, production, vente. Cela étant dit, oui, tu pas tort, ils sont un armada d'ingénieurs, chez Renault. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Heu, alors, c'est une question d'inertie. Quand tu es 5, quand tu es 30, tu vas beaucoup plus vite que quand tu es, 10 000 selon les sujets. Parce que en fait, rien que plus quand tu as une masse, en fait, d'individus à mettre en mouvement, c'est le même phénomène physique que je vais mettre pour la mise en mouvement d'une masse, d'un véhicule. Plus ton véhicule est gros, plus il lui faut d'énergie, de puissance pour le mouvoir et c'est la même chose, en fait, avec les êtres humains, quand tu veux les mouvoir et donc quand tu veux pouvoir changer une stratégie, tester quelque chose dans un grand groupe comme Renault, qu'il faut être en capacité de convaincre, fédérer et placer les individus sur un sujet, ça prend beaucoup plus de temps. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est culturel. C'est-à-dire que Renault a, et les grands groupes de manière générale, ont des processus de validation liés aux contraintes sécuritaires, juridiques et impacts chez eux qui sont tellement énormes qu'ils ont une véritable rigidité dans les process, qu'ils essaient de casser, hein, par ailleurs, qui les empêche, si tu veux, à mon sens, de penser différemment. Il y a eu des tentatives, on sait qu'en interne chez Renault, ils se sont posé la question, à un moment, d'évaluer le rétrofit et leur retour était de dire, «Nous, on voit pas, on n'arrive pas à voir l'équation économique, on n'arrive pas à la résoudre parce qu'en appliquant un comment dire? Un référentiel normatif
de vérification, validation, et cetera, qui est celui du véhicule neuf, puisqu'ils ne savent appliquer que celui-ci. Et en n'arrivant pas à se reposer la question de l'applicatif à un modèle proche de l'occasion finalement, le Mmh rétrofit, mh. et ben, en fait, il y a trop de dépenses, il y a trop de risques et dans un contexte où, on est en recherche d'une formule et dans, toujours, perfectionner finalement une formule qui marche, ben, ils préfèrent perfectionner la formule qui marche, le véhicule neuf, et le prioriser. Ouais, en même temps, je sais pas si on peut, digresser juste 2 minutes. Enfin, personnellement, quand tu analyses le marché de l'automobile aujourd'hui, c'est devenu du délire. Les prix ont explosé. La classe moyenne, voire moyenne très haute, ne peut Mmh. plus s'acheter un véhicule. Est-ce que c'est pas fait exprès pour pousser, un peu comme sur le modèle, de la musique ou de l'appareillement locatif, tu Mmh. vois? De dire de pousser à la location, que les gens ne soient plus propriétaires de véhicules et fassent un peu ce qu'ils veulent avec. Enfin, je sais pas, c'est une industrie qui se tire une balle dans le pied ou alors c'est fait exprès comme je viens de le dire, pour pousser à un modèle locatif, à fond ou alors c'est complètement ubuesque. Enfin, je veux dire aujourd'hui une voiture, on est sur même une petite voiture 25 000 30 000 et il faut voir ce que ça représente pour un ménage quoi, Mmh. c'est complètement Mmh. délirant. Alors là, je pense qu'on rentre dans un autre débat auquel, chacun portera de son avis. Je prétends pas être un expert de la stratégie des groupes automobiles. J'en suis Ouais, pas, je suis bon, pas un j'ai dit groupe que je automobile, digressais. mais voilà. Si je devais juste donner rapidement, mon analyse et enfin, en tout cas les éléments que j'ai pu entendre, écouter, que ce soit des prises de parole, publiques des constructeurs automobiles, alors par Luca De Meo pour Renault, par Carlos Tavares ou, par d'autres, personnes qui se sont permis de fai enfin qui ont fait l'analyse à ma place et que je me suis juste, relu. Hem, Très grossièrement, en fait, les on pourrait résumer le fait que les constructeurs automobiles sont un petit peu dans un cercle vicieux avec un contexte dans lequel ils voient que, en tout cas en Europe, on fait un petit peu la guerre à l'automobile dans les villes et que finalement quand on cherche de la mobilité, les individus cherchent de la mobilité et pas nécessairement de l'automobile. On le voit de plus en plus, on nous dit de faire du vélo, d'utiliser les transports en commun et de, renoncer à la voiture. Ce qui veut dire que les seules dernières, valeurs ajoutées que voient les constructeurs automobiles dans leur propre automobile, en tout cas la valeur ajoutée perçue de leurs clients et la façon dont ils l'analysent, c'est le confort, le statut, social. Et en fait, fort de cette analyse-là, ils essaient de se positionner sur ces marchés-là. C'est la stratégie qu'a pris, notamment le groupe Stellantis avec Peugeot. Peugeot est devenu une marque voulue premium, heu, sur sa marque française et aujourd'hui, c'est la stratégie que Renault, assume, vouloir placer. Hem, En plus de cela, on l'a bien vu dans les récents événements, il y a une augmentation des coûts, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient, sur les matières. Et des stratégies de positionnement premium qui permettent de pratiquer des prix plus élevés, permettent justement d'encaisser mieux, ces éléments-là face à des stratégies qu'on dit de généralistes, où en fait on va être sur du cost killing et chaque centime compte et dès que vous avez une augmentation de quelques centimes, potentiellement c'est votre business, model complet qui tombe à l'eau. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui ont poussé les constructeurs automobiles à se placer là-dedans et à mon sens, après, il faut voir effectivement, bah, les problèmes que ça crée d'accessibilité à l'automobile pour un bon nombre d'individus, mais aussi les opportunités qu'il y a derrière parce que ça peut laisser la place à des nouveaux arrivants, comme nous, sur des propositions différentes comme le rétrofit, qui se veulent moins chers ou, des solutions de micromobilité, et ce florilège qu'on voit un peu arriver aujourd'hui, des véhicules qui sont entre le vélo et la voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule entre la vélo et la voiture par exemple? Bah, tu vas avoir en fait ce qu'on appelle des quadricycles. On va avoir alors ça fait débat en ce moment, il y a les fameux tuk-tuk, qui sont Ah à oui, pédales. Tu vas avoir des véhicules, donc Goupil par exemple que je peux citer qui font des sortes de quadricycles lourds à moteur, qui sont utilisés par les mairies, qui sont, véhicules limités à 50-70 km/h, qui peuvent transporter une charge de 500-600 kilogrammes. Ils sont adaptés à de l'entretien urbain, par exemple. Je fais un peu de pub à mes concurrents au passage. Tu as, des tricycles et d'autres éléments comme ça. Je pourrais pas tous les citer, je pense qu'il y en non, non, a. non, mais d'accord, mais c'était pour, visualiser un petit peu, Mmh mh. mais pour rebondir sur ce que tu disais un petit peu sur la voiture, ouais, c'est clair qu'il y a un nouveau modèle qui se dessine. De toute façon, c'est clairement, c'est, Et aujourd'hui, on est sur encore sur enfin, on est sur une,
on a été sur un grossissement, de la taille des voitures et cetera avec, l'argument sécuritaire et du volume de Mmh. transport et en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'une mobilité, pour Plus légère. réduire, plus légère et que l'argument, de dire: «Bah, oui, mais quand je pars, longtemps, 1 semaine ou 2 ou 3 ou 4 en vacances en famille», bah, dans ce cas-là, Mmh. tu loues un véhicule, adapté et je pense qu'on va venir sur ce modèle-là, des plus petits véhicules moins chers ou et puis peut-être louer, enfin, j'en sais rien, des I i Si tu veux, la réponse, elle est, certes, elle est du côté des constructeurs automobiles dans les produits qu'ils ont, mais elle est aussi du côté, de l'usage des clients. Et ça, c'est un tout à chacun de revoir son mode opérationnel. Moi, j'en rencontre encore plein de personnes qui disent: «Bah, je suis désolé, mais moi j'ai vu des commentaires très, très pertinents qui disent, «Écoutez, moi, si je demande beaucoup d'autonomie, c'est pas parce que, j'en ai besoin, je sais très bien que j'en ai pas besoin, 90 du temps de l'année, mais moi, je prends qu'un seul véhicule et j'ai besoin que mon véhicule fasse tout, point, et donc du coup, je le dimensionne par rapport au plus grand». Et cet argument-là, moi, je considère que dans l'usage des individus, à moins d'avoir une refonte profonde de leur façon de fonctionner, hein, de partir en vacances, de, réfléchir comment ils font le voyage aussi, hein. Est-ce qu'on part en vacances, au même endroit, avec la même temporalité, aussi loin? Enfin, c'est bien plus profond que juste une notion de mobilité. C'est une question, vraiment de façon de vivre, de façon de, par exemple, vivre ses vacances. Et ben là, on pourra pas repenser les transports. Dernier truc que je voulais dire, sur, les stratégies des automobiles, tu parlais des éléments financiers et la poussée à la location. Alors, on a vu récemment, et c'est effectivement une stratégie que des constructeurs automobiles prennent, et pas que, en fait, de pousser le modèle, financier et le business model, des produits vers un modèle locatif. On l'a vu avec les LEA, on l'a vu, enfin les LOA, les LLD sur les véhicules, mais tu as de plus en plus de choses maintenant qui sont, plus sur, de la propriété par l'individu. L'individu en fait va posséder de moins en moins de choses et va en louer de plus en plus. C'est le cas avec notre musique, avec, Spotify et Deezer. C'est le cas avec plus loin nos médias et les films, avec Netflix, ouais. et YouTube, et ça a déjà commencé avec les véhicules, avec les LLD et les LOA, et on pourrait Ouais, même mais les penser demain, ouais. aller, là-dessus. On Ouais, mais a les pas fait LLD, les d'étonner, mais LOA, on a ouais, les LLD, les LOA, excuse-moi, je t'interromps, mais bien. c'est un montage financier, pour, se faire encore plus de blé. Enfin, c'est des taux d'intérêt cachés de Ah mammouth, mais c'est pas dans une volonté de mettre à disposition des véhicules à tout le monde, enfin, pas à tout le monde dans le but de monter, mais tu vois, de mettre mmh, à disposition des véhicules, pour respecter un budget des ménages. C'est une volonté de ouais, il y a une volonté de faire du blé derrière caché. Donc, là, je me fais un peu l'avocat, du diable, mais, bien sûr. voilà. J'ai envie de dire que c'est le cas pour toute entreprise au final, c'est de prendre le modèle opérationnel qui lui permet, enfin malheureusement, hein, pour la plupart des entreprises, ça reste de prendre le modèle opérationnel qui Mmh. permet de générer le plus de bénéfices. Ouais. Et aujourd'hui, les constructeurs automobiles, en regardant ce qui se fait dans les autres marchés, hein, mais en dehors de l'automobile, prennent une vague, en fait, ne font que prendre une vague. On voit notamment, je crois que c'est Mercedes, qui a annoncé faire de ce qu'on appelle de la microtransaction. Maintenant tu vas payer, chaque mois pour avoir le droit à certaines options dans ton véhicule, Ah oui, d'accord. qui OK, pourront activer, désactiver en fonction de ton paiement. d'accord. Personnellement, ça c'est un avis purement personnel, je trouve que c'est une aberration, tant sur le plan écologique, financier et accès que ce soit au confort ou aux besoins de mobilité des individus, mais ça c'est purement personnel. Voilà, après c'est une question de chacun des acteurs trouve des réponses différentes pour son bénéfice, pour l'augmentation de son bénéfice, mais je pense aussi, et il faut le comprendre, pour une question de survie de cette filière qui est vraiment en pleine, reconversion. Ouais, je comprends et en plus, voilà, l'auto, il y en a qui voudraient la voir disparaître. Moi, j'y crois pas. C'est un élément de liberté sur lequel l'être humain ne reviendra pas, je pense, pour dans sa mobilité et on est très content de tous avoir ça. Ça nous fait une petite transition vers la mobilité électrique. La voiture électrique Mmh en mh. tant que ça, bon, on inverse un petit peu le le, Mmh. le déroulé. On reparlera du rétrofit parce que moi, ça m'intéresse techniquement, du Ouais. rétrofit des véhicules, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est? On expliquera tout ça dans une deuxième partie. On va continuer sur la mobilité électrique. La mobilité électrique aujourd'hui, elle est, importante d'un point de vue, climatique. Peut-être tu veux en dire un mot là-dessus? De ce que Oui, de ton point de vue, mais voilà, la mobilité, elle est importante d'un point oui. de vue, lutte contre le réchauffement climatique, Mmh. ou pas d'ailleurs, on va attendre ton point de vue et en fait, du coup, on embrayera sur, les objections courantes qu'on entend aujourd'hui dans la presse sur la mobilité, Oui, sur les véhicules électriques et puis bien voilà, sûr. c'est donc peut-être la première question, c'est quoi, pourquoi aujourd'hui,
transposer une partie de la flotte, véhicules thermiques vers électriques, c'est important d'un point de vue climatique? Alors, bon, je vais parler en étant convaincu puisque je travaille, en partie dans le véhicule électrique, en faisant du rétrofit, donc force aux auditeurs de se faire un avis eux-mêmes et de vérifier, les sources, que je vais citer, hein. Hem, Moi, effectivement, je suis convaincu que le véhicule électrique a une part à jouer dans, cette lutte contre le changement climatique. Je vais pas, vendre en disant que c'est la solution miracle, ça serait être malhonnête intellectuellement. Je suis personnellement, persuadé que, par exemple, le véhicule électrique n'est pas la solution pour, les déplacements, boulot maison, par exemple, et que je vais être le premier à vous dire, si vous le pouvez, utilisez les transports en commun et le vélo, pour ces éléments-là. En revanche, il faut regarder après les chiffres, il faut regarder aussi les applications. Il y a deux facteurs que je veux donner, c'est les usages, c'est ce dont je parlais en donnant l'exemple de l'usage, mobilité, maison, boulot. Ouais. Et il faut regarder ensuite les chiffres sur les analyses de cycle de vie complet. Alors, ça doit parler aux gens qui sont ingénieurs, un petit peu moins à ceux qui le sont pas. Une analyse de cycle de vie, c'est regarder sur la vie complète d'un produit, que ce soit, sa conception, sa production, son usage et comment on va dire ça? Sa mise au rebut qui, la plupart du temps, maintenant veut être revalorisée. Ce que le véhicule va, produire en termes de pollution, ce qu'il va consommer en termes d'énergie, et quand on regarde et qu'on parle de pollution, on peut parler de différentes pollutions. On va pouvoir parler de pollution de l'air, on va pouvoir avoir des indicateurs qui sont effectivement le CO2 ou les particules fines. On va regarder la pollution des sols, on va regarder la pollution des eaux, et ça, ces analyses de cycle de vie complètes, elles ont été réalisées, et c'est pas moi qui les ai faites, hein, je m'appuie que sur des éléments, qu'a proposé l'ADEME, d'accord? Et donc on a notamment une analyse de cycle de vie qui a été publiée donc en 2012. Je n'ai pas retrouvé une version mise à jour, aujourd'hui. Donc qui a été sur la comparaison entre les véhicules diesel, essence et véhicules électriques, qui étaient donc alors à l'époque sur le marché, et les projections que l'on voyait en termes d'augmentation de la capacité de la batterie, d'accord? Faut comprendre ça. Qui a pris quand même beaucoup de critères et qui a regardé en Europe avec un mix énergétique, de l'électricité européen, ce qui veut dire les centrales nucléaires de France, mais aussi les centrales à charbon de Pologne, dans la grille, à quel point l'un ou l'autre était, le moins mauvais. Et je choisis précisément ces mots, les moins mauvais, parce que si l'on pense qu'un produit n'aura pas d'impact écologique, on se trompe. La neutralité carbone, c'est un peu fallacieux, de dire qu'on peut faire zéro et qu'on a zéro impact. Tout aura un impact. La question, c'est de le minimiser. Et je vais aller directement à la conclusion. L'étude fait 286 pages, que je vais résumer en une ou deux phrases, donc vous vous doutez bien qu'il est intéressant de le lire. En prenant tous les indicateurs que j'ai mentionnés, d'accord? On considère que, sur le cycle de vie global de la voiture électrique, production, utilisation, et recyclage versus, la voiture thermique sur cette même phase d'utilisation. Certes, si la voiture électrique va plus polluer à sa production, elle n'émet quasiment aucune pollution, pendant l'usage, et il y a effectivement quelque chose d'assez fort aussi au recyclage. Et en réalité, si vous avez prévu avec votre véhicule de l'utiliser pour plus de 100 000 kilomètres dans sa vie, d'accord? Et bien là, il vaut mieux choisir un véhicule électrique. Dit différemment, et il faut le mettre de manière visuelle, quand vous allez acheter un véhicule, si vous l'achetez et dans votre projet d'achat, que vous posez la question entre l'électrique et le thermique, qu'est-ce qui va être le plus écologique? Posez-vous la question de votre usage et c'est combien de temps vous allez le garder. Si vous savez que vous allez rouler très peu avec ce véhicule, en fait, peut-être que c'est pas intéressant d'avoir, le véhicule électrique. Mais si vous savez que ce véhicule, dans sa vie complète, même en le revendant et cetera, parce il partira dans les véhicules d'occasion, il va rouler plus de 100 000 kilomètres, alors le véhicule électrique aura une empreinte écologique plus faible. J'ai Et les sur et en le gros, s ouais, sur la durée, il y ouais, avait selon la taille du véhicule électrique, j'avais vu les petits véhicules, petits mmh, type Zoé, c'est plutôt 40 000. Quand on passe sur, un SUV électrique, on arrive à 100 000. Il y a mmh. une échelle quand même, Alors moi, je donne une moyenne, hein, ouais, d'accord? ouais, d'accord. Mais Non, mais effectivement, c'est il y a une échelle. Il y a une ouais, échelle et je vais le dire très grosse maille, mais aujourd'hui, n'importe quel véhicule sur la route, on sait qu'il
à moins d'être accidenté bien sûr, il part jamais à la casse avant d'avoir fait 150, 200, Ouais, 250 000 bah oui. kilomètres. Donc j'ai donné une barre à 100 000, force est de constater que le véhicule électrique aura une empreinte écologique moindre que le véhicule thermique sur sa durée de vie complète. Mais ça fait une bonne transition vers les batteries justement. Mmh mh. Le sujet des batteries, 100 000, comment Mmh. on fait? Parce qu'en général, elles sont garanties, une certaine durée de vie. Ouais. Donc là, c'est un bon sujet. Donc comment on fait avec la batterie qui est Mmh. un des peut-être un des pollueurs, les plus importants sur, Mmh mh. la voiture? Mmh mh. Et puis j'aurais d'autres questions par rapport à ce sujet-là parce que c'est souvent les objections qu'on entend le plus. Mais voilà, dans Oui, ce cycle de vie, à 100 000, à combien de moments la batterie, est-ce qu'il faut vraiment, envisager un remplacement? Est-ce que, bien sûr, voilà, pourquoi les bien sûr, constructeurs ouais, vas-y, bien dis-moi. sûr. Bon alors, pareillement, pas un spécialiste de la batterie en tant que fabricant, mais je peux donner des concepts généraux. Ouais, Globalement, les technologies de batterie, il y en a 2, nickel manganèse cobalt, NMC ou, LFP, lithium fer phosphate. Les 2 ont des durées de vie différentes que l'on mesure soit en cycle ou en milliers de kilomètres ou en années, et qui sont souvent attenants comment on appelle ça? Des années, pardon. Plusieurs choses à mentionner. La première, c'est que globalement, NMC, c'est, 2000 cycles, 1 500 à 2000 cycles en fonction des générations de NMC avant d'arriver à peu près 80-75 de l'autonomie originelle. Dit différemment, je vais pouvoir charger 75 fois ma batterie et au bout de 75 fois, 1 500 à 2000, 2 000 ouais. fois et au bout des 2 000 fois, elle aura perdu 25 de son autonomie d'origine. Si elle avait 100 kilomètres d'autonomie, au bout de 3000 cycles, elle en aura plus que 75 kilomètres d'autonomie. Et après, vous faites la règle de 3 pour recalculer, avec des plus grandes, autonomies. Ça, en termes d'usage, de 1 500 à 2 000 cycles, faut bien comprendre qu'avec une charge, par jour, d'accord? Je vais me permettre on va dire qu'on l'utilise pas tous les jours et je vais arrondir à 300 pour la simplicité de calcul. Ça représente effectivement uniquement 5 ans. 5 ans sur lesquels si tu as, 200 kilomètres d'autonomie à chaque charge et que tu l'utilises à chaque fois, d'accord? Tu fais un 200 fois 1 500, tu arrives à 300 000 kilomètres. D'accord? Et ça, c'est quand tu arrives donc aux 75. Clairement, en fait, ce qu'on voit dans l'usage, c'est que personne ne recharge sa voiture, tous les soirs, tous les jours, de l'année et cetera et surtout pas de 0 à 100. Ce qui fait que généralement, on remarque et les usages l'ont montré, moi j'ai une collègue qui a acheté une Zoé d'occasion, en fait, elle a récupéré la batterie d'origine, a récupéré le véhicule à peu près 100 000 kilomètres et elle s'est fait assurer, sa batterie par Renault. Elle n'est pas encore arrivée aux 75 et elle a priori encore 5 ans devant elle avant d'y arriver. Ouais, donc c'est une fausse problématique et ça rentre en ligne de compte dans l'analyse du cycle de vie que tu disais, que tu mentionnais C'est tout à l'heure. au En fait, si tu veux, c'est quelque chose sur lequel, on a je dirais pas que c'est quand même une fausse problématique parce que, Mmh. justement, il faut toujours se poser la question et c'est vrai que c'est important d'être le plus optimisé là-dessus. Ce dont je parlais dans l'analyse de cycle de vie, auparavant, c'est qu'elle a été faite en 2012. On manquait clairement de données, sur cet élément-là. Mmh. C'était des hypothèses, et encore aujourd'hui, on voit une filière du recyclage de la batterie qui émerge. Alors pareil, hein, beaucoup de gens disent: «La batterie, ça ne se recycle pas». C'est pas vrai. C'est pas vrai, on sait recycler Ah une oui? batterie. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore le faire à un coût suffisamment intéressant pour que les industriels se disent: «Je vais arrêter de gratter la croûte terrestre». OK. Alors là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes. C'est-à-dire que même en vulgarisant le maximum, hein, parce que Ouais, tout le monde, qui nous écoute, va pas être spécialiste du sujet et moi le premier. Du coup, oui, explique-nous un petit peu la batterie aujourd'hui, tu nous dis: «Oui, on sait recycler, c'est juste pas ouais. économiquement, rentable». Donc en fait, l'argument de dire: «Oui, mais ça pollue plus, la batterie, après on sait pas quoi en faire», il tombe à l'eau, cet argument-là. Et Alors, explique-nous un petit peu, du coup, ce qu'on fait des batteries, une qu'est-ce fois qu'on qu'elles fait des sont batteries? Il y a plusieurs choses qui se font déjà et d'autres qui vont se faire. De ce que l'on fait déjà, c'est qu'on réemploie, donc on fait pas du recyclage, on fait du réemploi, ce qui est meilleur, que le recyclage, je tiens à le dire. Des batteries, dites mobiles, batteries des voitures électriques dans de la batterie stationnaire, donc stationnaire qui ne bouge pas et leur emploi est tout simplement faire du stockage d'énergie électrique, notamment en ce qui concerne les réseaux d'énergie, fluctuante, transitoire, donc on va parler de l'éolien, du photovoltaïque, ouais, sur intéressant. des applications hors ou sur réseau, français. Ça va? C'est
Ouais, ouais, c'est Vous intéressant, pensez? juste pour expliquer aux gens, hein, une énergie, Ouais, renouvelable, elle est intermittente, donc des fois on en a trop, on ne sait pas quoi voilà, en faire. L'énergie, elle voilà, doit être consommée par le réseau, donc s quand elle est abondante, on cherche des solutions de stockage. L'usage exactement, des batteries, des vieilles batteries, justement, pourrait servir à ça. exactement. Voilà. Après en ordre de grandeur, il faut comprendre que c'est un usage qui est intéressant, qui permet d'être notamment dans des applications, locales. Là, je vais digresser sur encore autre chose, mais, en termes d'ordre de grandeur, la batterie ne sera pas n'est pas et ne sera, je pense, jamais le numéro un du stockage d'énergie, stationnaire. Aujourd'hui, le numéro un, c'est l'hydraulique et ça Bah oui. le sera peut-être encore demain. Cela étant dit, donc je reviens sur, puisque tu me la question que tu me posais, donc on fait du stockage stationnaire sur la batterie. Ça se fait déjà, ça continuera à se faire demain. Ensuite, il faut savoir que ce qui se fera demain en Europe et ce sur quoi l'Europe est déjà en train de légiférer, c'est, avoir du réemploi, donc du recyclage de batteries et que les nouvelles batteries donc d'ici 2030, si je dis pas de bêtises, il y aura donc, c'est une loi qui est en cours de publication et qui aura différents steps 2027, 2030, 2034 si je dis pas de bêtises, qui vont demander aux constructeurs, cette loi va faire plusieurs choses. Elle va demander aux constructeurs de batteries de faire un bilan ACV, et un équivalent CO2, de leur batterie, de manière à dire: «Au-delà d'un plafond de CO2, vous n'aurez pas le droit de vendre votre batterie sur le sol européen». Et dans un second temps, elle demandera à ce que les batteries soient fabriquées avec un minimum de pourcentage de matières recyclées, donc de matériaux recyclés. Et donc ça va de facto obliger les constructeurs de batteries à essayer de récupérer la matière finalement. En fait, ce qui était avant du rebut, du déchet va devenir, de la matière avec de la valeur pour eux. Ils vont devoir penser à, l'utiliser dans leur prochaine batterie. J'ai pu discuter moi avec, les gens de Verkor, dont peut-être certains ont entendu parler. Je vais en parler en 2 phrases. Verkor, c'est une, scale-up maintenant on peut dire. C'est une entreprise française qui est née, à Grenoble, juste à côté de chez nous, et qui ont l'ambition de fabriquer et qui vont, fabriquer une gigafactory, donc une super usine de batterie à Dunkerque et qui produira ses premières cellules d'ici, 2025 si je dis pas de bêtises. Et d'ores et déjà dans la conception de cette usine et dans le traitement des déchets, ils ont une pensée assez holistique, qui est dirigée par Gilles Moreau, sur cet aspect-là. Il est le directeur de l'innovation. Sur les aspects de recyclage de la matière, entrante, le rebut de matière entrante mais également sur le recyclage de la matière quand les batteries reviendront chez eux. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont au cœur des discussions, chez les industriels. Et si je devais faire un parallèle, c'est le même débat qu'on avait eu à l'époque sur les panneaux photovoltaïques. Ça se recycle pas, on n'y arrivera jamais et cetera. Et en fait, il a fallu attendre un petit peu, juste que tous ces panneaux arrivent en fin de vie et que là, on ait véritablement des acteurs qui puissent se placer sur le marché. Voilà. Dernière, question de la première partie, et après on enchaînera sur la deuxième partie, plus liée, Mmh. à Tolp. Dernière question de la première partie, qu'est-ce qui manque selon toi aujourd'hui au niveau des pouvoirs publics pour, accélérer justement ce développement de la mobilité électrique? Oh, En une phrase parce que en une minute. c'est dur de répondre à cette question. Qu'est-ce qui manque, alors qu'est-ce qui manque enfin, qu'est-ce que les pouvoirs publics devraient faire ou qu'est-ce qui leur manque à eux pour agir? Pourrait faire Ouais, mieux parce qu'on entend beaucoup de toujours les gens qui râlent après, un gouvernement qui fait pas assez. Bon, je pense que n'importe quel gouvernement ferait pas assez pour les ouais, Français parce que tout le oui. monde aime bien aller chez nous, mais voilà, il y a quelque chose qui pourrait être fait pour accélérer justement, cette transposition justement vers l'électrique. Alors c'est une bonne question. Je vais donner, je pense, une réponse un peu de technicien, à Mmh. mon sens. Je pense que les réponses du gouvernement à base de subventions, pour l'achat de véhicules, sont déjà, des bons, enfin, servent à aider le client à franchir le pas. Il y a peut-être une notion d'inciter les constructeurs automobiles à baisser les coûts à nouveau. Le gouvernement je pense, s'y intéresse en ce moment. Et enfin, moi, j'irais diriger les éléments autour de l'automobile et de pouvoir être dans l'accélération des moyens de recharge, qui encore aujourd'hui sont un vrai frein à l'adoption du véhicule électrique en France et en Europe. Je pense que c'est là où, on a besoin d'une véritable légifération on a besoin de légiférer en France et en Europe
sur ces acteurs-là, donc les acteurs industriels, de les aider à faire plus de recharge, mais également d'avoir un standard commun qui permette aux clients de simplifier toute la tâche de recharge. Voilà. Ok, très clair. Tu as une minute, c'est à même 30 secondes, c'est ton moment promo. Comme ça, donc quel est le moment promo pour Sylvain? Il y a des gens qui écouteront, il y a des gens qui n'écouteront que cette partie-là de l'épisode. Donc, voilà, t'as ton Voilà, instant promo. 30 secondes, Pitch Elevator. Pitch Elevator de Tolv, que je représente. Tolv, comme je l'ai déjà dit, c'est une entreprise de rétrofit qui convertit les véhicules thermiques utilitaires en véhicules 100% électriques. Nous nous adressons à une clientèle professionnelle, que ce soit TPE, PME, grands groupes ou même collectivités. Très concrètement, ce que cela veut dire, vous nous confiez votre fourgon, on enlève le moteur et on vous le rend électrique. Tout cela en 48 heures, plus les frais logistiques, etc. Aujourd'hui, nous avons annoncé un partenariat avec Renault pour des Renault Master. Nous sommes aussi en capacité de vous livrer des Renault Trafic. Donc, contactez-nous. Mes collègues de vente seront agréablement contents de vous recevoir. C'est super, merci Sylvain. Vous restez avec nous ou vous irez écouter les parties 2. Je ne sais pas comment encore se feront les transitions. Donc voilà, et on vous mettra les liens de Tolv dans la description de l'épisode. Merci Sylvain. Merci Mathieu. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette interview passionnante et j'espère que vous vous êtes régalés. Rendez-vous mercredi pour la diffusion de la deuxième partie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur newsletter.planeteinger.fr, le lien dans le descriptif, pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À bientôt!